Salut chère auditrice, je suis Chanel Mentier, tu écoutes Balance ta pépite, le podcast qui kick les stéréotypes. D'ailleurs, c'est un sujet que je maîtrise excellemment bien, les stéréotypes. En effet, j'ai été longtemps la brillante représentante de la petite meuf girly. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux longs, je faisais de la danse classique, je jouais au Barbie, j'aimais le rose. Et mon rêve genre ultime, c'était de rencontrer Jennifer dans Star à domicile. Tu sais, Jennifer, c'est la grande gagnante de la Star Academy, aka mon émission préférée de tous les temps. Je ratais absolument aucune quotidienne, aucun prime, évidemment. J'ai appris à chanter sur la bamba, à danser sur les tableaux de Kamel Wally, à avoir des TCA sur les pesées hebdomadaires de Jennifer. À la fin de l'émission, parce que oui, toute bonne chose a une fin, j'ai continué d'explorer le monde de la télé-réalité avec cette fois-ci, tenez-vous bien, Secret Story. Il est plus question de chanter et de danser là, mais bien de cacher ses plus grands secrets. Et je me suis pas arrêtée là, j'ai continué avec les anges, avec Koh-Lanta. J'ai grandi avec les coups de gueule de Fred, les danses devant le miroir sans teint d'Eddie, les réveils avec les lunettes de soleil d'Amélie. Pour exister, tous ces candidats-là, ils criaient, ils trompaient, ils jetaient leurs valises. Alors moi, j'ai longtemps cru que pour exister, il fallait être en crise. Que le conflit, le drame, c'était la norme, voire même en fait, c'était carrément une preuve d'authenticité. Et s'il y a un moment donné, après avoir enchaîné toutes ces émissions, j'ai eu genre une phase de rejet total de tout ça, aujourd'hui, j'y reviens, mais avec un œil neuf. Et surtout, avec une question centrale, comment un truc aussi toxique peut être aussi passionnant? Et c'est ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui avec Tilia Relmani. Bonjour Tilia. Bonjour. Tu es donc psychologue clinicienne, tu es donc issue d'une famille érudite, disons c'est comme ça que tu le présentes, et tu es fan de pop culture jusqu'à écrire, coécrire cette bande dessinée, Éloge de la surface avec Stella Laurie qui est donc au dessin et coécrit aussi au scénario. Donc c'est une bande dessinée que j'ai découvert, comme je te disais tout à l'heure, en préparant cet épisode, et je l'ai trouvée absolument passionnante, et j'ai trouvé qu'elle avait que vous aviez donné du coup un point de vue vraiment différent de tout ce que j'ai pu lire, et du coup hyper intéressant qui m'a donné envie de creuser tout ça avec toi aujourd'hui. Donc je suis vraiment très très contente que tu viennes sur le podcast pour partager ton analyse sur ce médium absolument passionnant qu'est la télé-réalité. Tout à fait. Et donc voilà, c'est parti pour comprendre ce que ces émissions racontent vraiment de nous. Comme je le disais dans l'introduction, tu es donc psychologue clinicienne et aussi passionnée de pop culture. À quel moment ces deux mondes qui sont quand même assez opposés se sont rencontrés dans ta vie ? Assez rapidement, parce que dans cette famille donc d'érudits, un peu d'intellectuels, donc avec un patrimoine intellectuel, pas forcément un patrimoine économique. Donc je suis issue d'une famille de 4, avec que des sœurs hyper performantes, érudites, intellectuelles, exactement dans le moule. Et moi, je m'intéressais à Fun Radio, je voulais regarder la télé, etc. Et j'ai pu expérimenter à l'intérieur de ma famille la question du mépris de classe, puisque du coup, j'étais vraiment associée à la culture beauf, qui était source de honte, même pour moi. Et ce qui était quand même pas facile à vivre. Et ma cousine, qui est donc co-scénariste, Stella Laurie, co-scénariste et dessinatrice, m'a fait plonger comme une drogue dans la télé-réalité. J'ai voulu m'y refuser en disant non, je ne tomberai pas là-dedans. Et en fait, on a été colocs. Oui. Elle m'a dit non, mais regarde juste tu vas voir, c'est génial. Et c'était génial. Et je suis tombée dedans. Et effectivement, j'ai trouvé ça génial. Et tu te rappelles quelle était l'émission en question ? C'était... alors, moi, je regardais beaucoup Koh-Lanta, mais sinon, c'était les télé-réalités d'enfermement. Donc, à l'époque, c'était les Anges de la télé-réalité et les Marseillais. Les classiques. Les grands classiques. Mais on regardait quand même pour rattraper un petit peu et être des dignes héritières de la culture familiale. On regardait ça d'un point de vue critique et en essayant de comprendre mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des candidats, des personnes qui s'exposent. Et puis aussi, parce qu'on se sentait très coupable de regarder ça, qu'est-ce qui fait qu'on regarde nous aussi. Il fallait trouver la justification derrière tout ça. C'est ça. Mais en même temps, c'était pratique parce que ça permettait de regarder. C'est ça, c'est la négociation que j'ai trouvée à l'intérieur de moi pour pouvoir continuer à vivre cette passion coupable et très dénigrée. Je vais commencer je vais faire un entonnoir un petit peu pour finir par la question de la place de la femme dans la télé-réalité. Mais à mon sens, il faut d'abord revenir à la base sur qu'est-ce que c'est finalement que la télé-réalité. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de définitions sur la télé-réalité. Il y en a qui disent Top Chef, c'est pas une télé-réalité. C'est quoi pour toi la définition de la télé-réalité aujourd'hui ? Alors, effectivement, on en parle dans la BD, on essaye de retrouver une genèse. Alors évidemment, on ne l'invente pas, on se fonde sur
Françoise Josse, qui est sémiologue et qui a beaucoup travaillé sur la télé-réalité, les codes de la télé-réalité et l'origine de la télé-réalité. Et sa thèse, en tout cas, nous a paru intéressante, où effectivement, il y aurait quand même une idée d'arriver à saisir quelque chose du réel. Selon lui, on le verrait avec une évolution au niveau de l'art. Et puis, effectivement, avec Andy Warhol, essayer de capter quelque chose d'une réalité, à filmer quelqu'un qui dort pendant 8 heures, voilà, jusqu'à fictionner le réel. Et c'est le Loft. Le Loft qui est une copie de Big Brother qui est arrivé et qui là a vraiment été le démarrage à la télé-réalité. Mais c'est pas venu comme ça, quoi. Ouais. Ce serait quoi pour toi ta définition? Pour dire ça, c'est catégorisé comme de la télé-réalité et cette émission, non. Ça serait mettre en scène des personnes, pas des stars, le quidam, c'était ça un peu l'idée, dans une situation du quotidien, et de le voir évoluer comme ça derrière les caméras, le voir vivre. Mais c'est pas un documentaire, il y a l'idée vraiment de les regarder. Si on devait faire un petit peu une recette de cuisine, ce serait quoi pour toi les ingrédients parfaits d'une télé-réalité? Alors justement, on a essayé dans la BD de retracer ça. On a vu qu'en fait, qu'ils reprenaient tout ce qui fonctionnait dans les émissions télé, c'est-à-dire le côté sport, le côté divertissement. Alors le sport, c'est dans Koh Lanta, mais il y a aussi dans les télé-réalités d'enfermement où ils ont fait un pseudo Koh Lanta. D'ailleurs, c'est les apprentis aventuriers. Ça me dit quelque chose. Je l'ai pas vu, mais ils reprennent des épreuves comme ça, donc avec l'idée de compétition. Il y a évidemment le côté telenovelas où ils reprennent toute la question des clashs, des histoires d'amour, on se déchire, rebondissements, etc. Il y a l'effet aussi juste jeu, parce que là aujourd'hui on a beaucoup, elle a encore évolué, donc il y a les 50 avec beaucoup d'élimination. Enfin, il y a quand même l'idée aussi de mettre en concurrence, d'éliminer. Ça, c'est un système de société qu'on connaît bien. Et ça, c'est vraiment les recettes qu'ils mettent en place. Et aussi le côté très, peut-être moins maintenant, mais il y avait le côté réussite bling-bling. Donc il fallait que ça soit dans une villa, il faut que quand même ça donne du rêve. Voilà, mais c'est quand même beaucoup les histoires d'amour et les clashs qui fonctionnent avec, on sélectionne aussi la compétitivité qui fonctionne bien, quoi. Et du coup, donc, tu parles de clash, c'est du coup un élément assez moteur, comme tu l'expliques. À ton avis, pourquoi il faut des dramas pour exister à l'intérieur de ces programmes? Ouais. Alors, d'un point de vue psycho ou d'un point de vue sociologique? C'est ce qui te paraît d'un point de vue parle le plus. Alors, étant psychologue, je pense que j'aurais plus de légitimité à répondre à cette question. L'hypothèse qu'on a, enfin je dis on, donc avec la co-scénariste Stella Laurie, c'est peut-être qu'il y a toujours eu un peu une culture du drame. Alors peut-être que vous avez poussé des cris quand je vais dire que je vais comparer ça aux tragédies grecques, mais c'était ça, en fait c'est le catharsis, c'est aussi un concept qui a été après repris et développé par Freud pour développer sa psychothérapie, c'est l'idée qu'on va décharger les pulsions et que le fait de les mettre en scène à l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on vit à l'intérieur de nous, la conflictualité intérieure, c'est-à-dire on est pris aussi dans des enjeux de rivalité, d'amour, de tristesse, etc. Nous, en tant que spectateurs, c'est ça? Voilà, et on les a en nous, c'est-à-dire qu'on les vit, on appelle ça un conflit intérieur, enfin un conflit interne, et c'est des fois très compliqué. Et quand il y a quelque chose qui est de notre vécu intérieur qui peut être mis en scène, mis en forme à l'extérieur, alors évidemment avec des intrigues différentes, ça nous permet de faire vivre et de regarder, un peu comme les gens qui adorent les films d'horreur, etc. Il y a quelque chose qui vient décharger quelque chose, soit aussi d'une terreur intérieure, mais qui donne forme et qui scénarise et qui met en fiction des choses un petit peu informes. Et en ce sens, la télé-réalité, je pense qu'elle arrive autant à happer le téléspectateur, c'est que on vit un peu par procuration ces conflits-là, ces pulsions-là, un peu primaires, qui ne sont pas très au quotidien. Mais donc, du coup, c'est facile de se projeter, de projeter ses propres problématiques, même si elles sont peut-être plus précises et plus proches de notre vie quotidienne. Oui. C'est plus facile de se projeter quand c'est quelque chose de plus généraliste. Se projeter et puis un peu se décharger, comme s'il y avait une espèce de plaisir un peu malsain. Le plaisir qu'on a à regarder des gens se déchirer, c'est un peu ce qu'on peut, nous, on ne peut pas faire. Nous, on ne peut pas casser la figure au mec qui nous a mal parlé, qui nous a harcelés. Et là, de voir que ça crie, que ça clash, comme on est quand même des filles bien élevées, etc., on ne peut pas faire ça. Donc, moi, j'ai quand même l'hypothèse, en tout cas, que ça nous fait du bien
Mais il y a autre chose aussi qui joue, et peut-être qu'on en parlera, c'est la question du classisme et du mépris de classe. Je pense que se joue aussi quelque chose de toute cette haine et tout ce mépris qu'on a beaucoup intériorisé, qui se joue évidemment parce qu'on s'identifie à eux avec une certaine limite quand même. Est-ce que eux, c'est les autres, c'est l'altérité, ce que nous ne sommes pas, un peu comme Squid Game. Enfin, ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Toute l'intrigue de cette... Je ne sais pas si tu as vu Squid Game. Oui, bien sûr. Du coup, donc, pour les personnes du coup, qui n'ont pas vu, tu as du coup tous ces riches qui organisent c'est ça. Des combats à mort entre pauvres et du coup, est-ce qu'il y a un peu... Si je tire un peu le fil. Ce qui est en train d'arriver, puisque c'est aux États-Unis, ils veulent faire passer une télé-réalité. Il faudrait que Trump, ce grand censeur, se positionne, puisqu'ils veulent mettre en enjeu pour des gens immigrés arrivés illégalement, mettre en enjeu et les faire se challenger pour obtenir un droit de... un visa alors c'est pas le visa, mais une carte de séjour, je ne sais pas l'équivalent. Voilà. En tout cas, un droit de rester donc on y vient et je crois, alors peut-être j'ai peur de dire une erreur, je crois que c'est une télé-réalité britannique. En tout cas, c'est eux qui sont les précurseurs de ce modèle. Qui mettent en scène des personnes. Alors est-ce que ça commence ou il y a juste aussi, c'est en préparation, des personnes aux idées plutôt fascistes et on leur fait vivre le parcours d'un migrant pour leur montrer, alors l'idée c'est de montrer à quel point c'est difficile et qu'ils changent d'avis, ça c'est la belle parole, mais quand même il y a une exploitation, une capitalisation et surtout on met en divertissement quelque chose de l'horreur humaine. Voilà. Donc on n'est pas loin de Squid Game, on ne les tue pas encore, mais sur la télé-réalité je dirais que c'est quand même, ce qu'on montre aussi dans la BD, c'est qu'on se permet de se moquer de tous ces candidats comme si c'était des gens inférieurs, des beaufs. De toute façon, et ça parle d'un mépris de classe qu'on a. Je me mets dedans, qui est très intériorisé, même si moi j'en ai souffert. C'est comme la société patriarcale, ça intériorise des biais sexistes. Ça joue sur ces mécanismes. Ok. Et du coup, on retrouve, donc là, tu dis par exemple les personnages plutôt beaufs, etc. Il y a des archétypes un petit peu récurrents, j'ai l'impression, dans ces émissions. Alors, personnellement, je fais référence par exemple au casting de la Star Academy, alors il y a beaucoup de TikTok qui ont tourné sur la question, où en fait, à chaque fois, on compare les académiciens avec des personnages de la série Glee. Et on se rend compte que, en fait, ça ressemble énormément. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est vrai que quand tu fais le comparo, il y a les archétypes de cette série. Et du coup, il y a quoi comme archétype qui existe dans les télé-réalités? Alors, moi, je pourrais surtout parler de la télé-réalité, pareil, toujours d'enfermement. Il y a l'archétype, donc pour les femmes, c'est, je vais dire en un mot, plutôt bimbo, qui ont, comme elles se décrivent, un fort caractère. Et les hommes, ça va être, eux, ils sont drôles, séducteurs, chasseurs. Enfin, je mets des guillemets, on le voit pas. En tout cas, c'est les termes qui sont, utilisés. Et évidemment, avec des corps très stéréotypés pour les hommes. Les femmes aussi, et les femmes aussi. Après, tout de même, j'avais, alors à l'époque de l'écriture de la BD, regardé les statistiques du CSA, mais qui du coup datent de 2019 et qui ne sont pas récents. Il y a quand même une meilleure représentation des non-blancs dans la télé-réalité que dans le reste des émissions télé lambda qui ne sont pas de la télé-réalité. Genre le juste prix, je dis n'importe quoi. Oui, je pense que ça, je sais pas si ça existe encore. Mais même les séries, téléfilms, etc. Mais je pense que ça s'appuie aussi sur un autre phénomène qui est la fétichisation des corps et notamment des corps identifiés comme maghrébins, parce qu'elles ne sont pas forcément maghrébines. Voilà, il y a quand même une représentation, pas encore dingo, mais des personnes racisées. En tout cas, le pourcentage est un peu plus que sur les autres types d'émissions. Du coup, justement, je rebondis là-dessus. Alors, j'ai trouvé des stats du CSA. J'ai noté qu'il y avait 79% des candidates, tout confondu, qui étaient blancs dans les émissions. Et ensuite, il y a le youtubeur Sam Zira, donc, qui est spécialisé dans les téléréalités, qui a pris les 8 grosses téléréalités et qui, lui, a dénombré 0,8% de personnes asiatiques, 1,7% de personnes homosexuelles et 2,7% de personnes noires. Ce qui est très, très bas. Et du coup, tu dis qu'il y en a, en tout cas, de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça dit, le fait que même s'il y en a de plus en plus, il n'y en a quand même pas beaucoup? On va souvent se focaliser sur la télé-réalité, alors que je pense qu'elle est représentative. Pour moi, c'est juste un miroir grossissant du reste de la représentation médiatique des minorités. Et encore, je trouve qu'ils font beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a des personnes trans, alors des fois où c'est le côté
folklorique, évidemment, mais ce n'est plus le cas dans une télé-réalité récente qui s'appelle Frenchy Shore, où ce n'est pas Frenchy Shore qui a fait un énorme scandale parce que c'est une télé-réalité interdite aux moins de 16 ans qui passe sur Paramount. Ouais. D'accord, ah oui, d'accord, c'est vrai. J'ai pas Paramount, donc je pensais oui. que... Alors moi, j'ai pas Paramount, donc je l'ai jamais vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et il y a une femme trans, mais dont c'est pas le sujet, c'est même pas, c'est une candidate. Oui, c'est pas un secret de Secret Story, ce n'est pas regardez, elle fait son coming out, c'est genre elle le dit, on n'en parle plus et voilà. Et en ça, je trouve ça très intéressant parce que je ne suis pas certaine, je ne regarde pas les émissions, les téléfilms, etc. Mais je ne suis pas certaine qu'il y ait cette représentation-là qui est faite dans les autres émissions. Donc pour le coup, je regarde énormément, c'est mon truc. La seule fois, en effet, où il y a eu un personnage, une femme trans, où c'était pas un sujet, c'est dans la série Loot sur Apple TV. Mais en effet, c'est une série française ? C'est une série américaine. Okay. Voilà, alors moi je parle vraiment de la télévision française. Du coup, il y en avait vraiment... Ouais. C'est la seule fois. Ouais. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit, mais en effet, habituellement, c'est un sujet. Vrai. Je me rappelle que c'était agréable de se rendre compte que là, c'en était pas un, et du coup, c'était chouette. Donc tout ça pour dire que ce que je pense du manque de représentation des minorités, c'est pas que la télé-réalité, c'est partout, et je pense que même la télé-réalité fait beaucoup plus d'efforts là-dessus. Je pense notamment à Koh Lanta qui date de 2001. Il y a beaucoup plus une forte représentation des minorités. Alors peut-être parce que c'est les qualités sportives qui sont mises en avant et pas et moins. Oui, le casting se fait différemment. Exactement. Il y a moins peut-être de stéréotypes et c'est plus ouvert, même si ça ne l'est pas 100%. Et j'ai un contre-exemple du coup face à la définition qu'on a dressée. Un exemple de télé-réalité qui fonctionne très bien, qui montre de la diversité, dans laquelle il n'y a pas de violence, c'est les vlogs d'août de Léna Situation. Alors, c'est sur un autre format, parce que c'est sur YouTube et c'est pas sur la télévision. Alors je sais pas si tu regardes. Alors je la connais de nom, mais c'est vrai que je la suis pas du tout. Donc elle se filme tous les jours pendant le mois d'août, elle monte, alors c'est les mêmes principes que les codes de la télé-réalité, parce qu'il y a des drames et des machins, mais le drame qu'il va y avoir, c'est qu'ils font un road trip aux États-Unis dans le désert et leur van ne marche plus. Ça reste des drames, il y a beaucoup plus de drames dans la télé-réalité, des choses beaucoup plus graves. Et du coup ça me pose question, je me dis, dans une télé-réalité, et je reprends la télévision qui du coup exploite toutes les failles du patriarcat, les failles capitalistes qu'il peut y avoir dans notre société. Est-ce que ça fonctionnerait la télé-réalité dans une société égalitaire ? Alors de toute façon là, la télé-réalité ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'elle fait des chiffres catastrophiques. Ah d'accord, ok. Avant, ça atteignait des 2 millions, 3 millions, les Marseillaises, c'était vraiment... Avant, c'est pas très précis, mais certainement depuis 2-3 ans. Mais en tout cas, elle plafonne à 300 000, 400 000. Et en fait, la télé-réalité en France ne se renouvelle pas, est extrêmement scénarisée. Et de toute façon, il y a une professionnalisation des candidats qui fait que il n'y a plus le côté un peu frais, nouveau. Et ce que tu cites de la forme de télé-réalité de Léna Situation montre à quel point finalement ils sont à côté de la plaque et qu'effectivement il y a d'autres formes, moi j'en suis certaine, de télé-réalité qui pourraient tout à fait fonctionner, mais il y a une peur de faire autrement que de mettre en scène le sexisme, des valeurs hyper conservatrices qu'on retrouve dans la télé-réalité, qu'on abordera probablement la question de l'hétérosexualité, du respect, du machin, etc. Bon, en plus, le souci supplémentaire, l'élément supplémentaire, c'est que c'est surtout aussi les réseaux sociaux qui ont fait couler la télé-réalité, puisque les candidats, grâce, et moi je trouve, un mouvement d'empowerment, c'est-à-dire au lieu d'être objet des productions, s'emparent et sont sujets de leur image et se mettent en scène comme Léna Situation, mais qui n'est pas une candidate de télé-réalité, mais en tout cas ont leur chaîne YouTube. Elle reprend les codes quand même. Voilà, leur chaîne YouTube et se deviennent influenceurs, etc. Et sont maîtres et maîtresses de leur contenu. Et ça a fait complètement descendre la télé-réalité. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais je rebondis sur la question de l'hétérosexualité. Je continue mon entonnoir, mais je voudrais parler du coup de la notion de couple qui est quand même un petit peu le goal ultime dans ces Et quand il y a le bébé, alors là, on a tout gagné. Et je voulais prendre du coup un exemple avec l'émission culinaire Top Chef. Du coup, il y a la notion de couple qui est hyper présente cette année dans le casting. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir Charles et Philippine, qui sont un couple
couple. Peut-être du coup que c'est lié en effet au fait que du coup ils commencent à peiner à avoir des bonnes audiences. Charles et Philippine, ils sont en effet présentés dans l'émission avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir dans les autres émissions de télé-réalité. Ce qui en ressort habituellement de cette émission, c'est plutôt de dire on a trouvé un chef extraordinaire et tout. Là on se dit le couple. Et du coup je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu dirais que du coup ces relations hétéronormées, elles sont centrales dans les émissions de télé-réalité? Alors, il y a effectivement le couple goal, mais attention, quand tu es... Attention, Chanel, si tu veux être candidate de télé-réalité, tu n'as pas intérêt à dire que tu es en couple. Parce que ça, on ne te prend pas. C'est-à-dire que, effectivement, le but, c'est que tu te mettes en couple dans l'émission, mais que tu restes pas, ou quand même que tu te disputes, ou quand même qu'il y ait des histoires, parce que si tu es en couple et c'est tranquille, tout le monde se fait chier. Quoi. Enfin, c'est ce que pense la prod. Du coup, il faut un couple dramatique. Donc, il faut un couple dramatique, il faut surtout un peu de tromperie. Surtout de la part du mec, parce que c'est légitime, on sait que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes, qui, elles, si elles se respectent, ne vont pas voir ailleurs. Sinon, attention, on les rappelle à l'ordre. Et donc voilà, après, il y a quand même des couples de télé-réalité qui ont réussi à survivre et à créer, Thibaut, Jessica, etc. et qui ont créé une espèce de dynastie. Enfin, il y a les enfants, etc. Donc effectivement, le couple hétéronormé est vraiment à la fois central, avec effectivement que quelques-uns qui sont vraiment hissés, qui ont quand même une notoriété, mais il y en a d'autres, s'ils sont trop longtemps ensemble, ils sont plus rappelés, quoi. C'est plus intéressant, ils sont trop fidèles. Voilà. Après, il y a vraiment des émissions qui ne tournent qu'autour de ça. Il y a Marié au premier regard, L'amour est dans le pré. Enfin, je veux dire, tout tourne autour de ce couple. Donc effectivement, la télé-réalité, c'est pas elle qui va amener un mouvement révolutionnaire autour d'une nouvelle forme pour relationner. Et je trouve ça effectivement, ce que tu m'apprends, qu'ils pensent faire relever les j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont mis un couple. Qui mettent un couple, alors que normalement c'est quand même la cuisine et les compétences des cuisiniers qui sont à l'honneur, montrent effectivement... mais est-ce que ça marche pour autant? Je ne suis pas certaine. Non, je pense pas. Du coup, ça fait un peu bad buzz quelque part. Mais oui. Après, tout buzz, même s'il est mauvais, est un buzz quand même. Mais... Et encore une fois, pour moi, c'est pas que la télé-réalité, mais en tant que vraiment miroir grossissant de cette société, vient quand même remettre au centre le couple hétéronormé. Alors après, il y a quelques couples, vraiment très peu homosexuels, qui sont mis en scène, mais attention, quand c'est des couples lesbiens, quand c'est un couple lesbien, ça reste quand même selon les critères des hommes, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils soient glamour, donc c'est quand même des femmes très féminines. Qui cochent toutes les cases de la société patriarcale. Voilà, et des fantasmes autour de ce qu'est un couple lesbien dans l'imaginaire pornographique. Même si elles sont très sincères et authentiques dans leur démarche. C'est comme la façon dont elles sont mises en scène. Voilà, et les couples gays, alors il y en a de temps en temps, mais pareil, il y a un côté un petit peu caricaturé, enfin il n'y a pas beaucoup de pluralité qui est mis en scène à ce niveau-là. Il y a une représentation qui existe, c'est à peu près ça. Oui, voilà, c'est ça. Et tant mieux s'il est un peu stéréotypé, quoi. Et pourquoi, du coup je reviens aux femmes, pourquoi le couple est une finalité ultime? Pourquoi il y a une injonction si forte pour les femmes à être en couple, ce qui est du coup moins le cas pour les hommes? Tu disais c'est pas mal vu s'ils vont voir ailleurs, etc. Mais pourquoi les femmes si? Ça c'est effectivement à l'image de la société, c'est-à-dire que notre but ultime en tant que femme, Chanel, et j'espère que tu as rempli cette injonction, c'est effectivement nous réalisons dans le couple, c'est pour ça que les applis de rencontre fonctionnent aussi bien. Et alors il faut rajouter que non seulement c'est le couple hétéronormé dans la télé-réalité et le mariage. Oui, il y a beaucoup enfants, en effet, le climax souvent, c'est il y a des mariages dans les saisons, je me rappelle Secret Story, il y avait un mariage. C'est ça, on met en scène les fiançailles, etc. Donc effectivement, alors en même temps, ils arrivent à représenter, c'est ce que je trouve aussi intéressant, à travers le personnage de Maëva Guénam, qui est vraiment un personnage de femme, enfin c'est comme Nabila, enfin elle s'est mise assez rapidement en couple, mais elle a quand même le côté très femme d'affaires. Elle a
pas besoin du couple pour exister. Et elle seule, elle incarne quand même, elle capitalise, elle est quand même sur un empire, elle aussi, financier. Elle est très maligne dans ce domaine-là, même si elle met en scène qu'elle est bête, mais je pense qu'elle n'est pas tant que ça. Non, mais comme la villa, elles mettent en scène leurs bêtises, elles prennent les codes pour... Voilà, là où elles sont assignées, elles s'en ressaisissent. Mais effectivement, ça vient envoyer le message qu'en tant que femme, notre ultime réalisation, c'est d'être avec un homme sur la côte d'un homme, alors que quand même dans le couple, celle qui rapporte le plus dans la télé-réalité. Et justement là, on n'est pas dans les codes patriarcaux où l'homme gagne plus, où c'est sa carrière et la femme qui suit. C'est les nanas qui gagnent plus. Jessica Tilnin gagne beaucoup plus. Nabila, elle éclipse complètement son nom. Et les femmes, alors c'est aussi lié au fait que... Tu parles du coup sur les collaborations commerciales derrière sur Instagram ou sur les cachets pendant followers, cachets, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je peux imaginer qu'elles peuvent gagner plus. Et oui, celles qui ont plus de renommée, en fait. Celles qui ont beaucoup plus de demandes de collaboration commerciale, qui lancent leur marque, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est quand même des femmes extrêmement puissantes dans ce couple-là. Mais effectivement, c'est... la télé-réalité demande aux femmes ce qu'on nous demande dans la société, c'est-à-dire nous réaliser grâce au couple. Toujours sur cette question de couple, si on doit faire un petit peu comment ça se passe, ils sont célibataires. Puis ensuite, il y a une phase de pré-couple où ça vient se chercher un petit peu. Enfin, il y a l'officialisation avec le bisou face à tout le monde, puis mariage et enfant. Pour toi, d'où ils viennent ces codes implicites? Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que dans la télé-réalité, c'est là que j'ai entendu le mot pré-couple. J'ai découvert dans le livre de Constance Villanova, Vivre pour les caméras. Alors, est-ce que ça existait avant? Mais en tout cas, je sais que ça a été repris par les ados pour travailler avec les ados ou même les enfants qui en regardent. Et donc, ils ont fait le truc de pré-couple. Donc, effectivement, il y a une chorégraphie hétéronormée. Et là, effectivement, il y a des codes qui suivent un petit peu les codes toujours de la famille. Hein, c'est-à-dire, en gros, pas de sexe avant. Enfin, on a le bisou, on a tout ça. Donc, oui, c'est très prude, en fait. Et c'est marrant de voir une image très prude, là où ils ne sont pas représentés de façon prude. Et puis, il y a ce côté un peu aussi, on va dire, je sais pas, un peu victorien. C'est-à-dire, on se fait la cour, on se tourne autour. On parle beaucoup du couple. Alors, il y a beaucoup le coryphée, là, comme dans le théâtre grec, qui va parler, commenter, etc. Donc, c'est un couple qui est sous les projecteurs observé, mais un petit peu comme à l'époque où c'était une affaire de famille, où c'était pas dans l'intimité. Tout le monde a son petit mot à dire. Tout le monde a son petit mot, si c'est bien, si c'est pas bien, à commenter, est-ce que c'est une bonne alliance, mauvaise alliance, etc. Et puis, effectivement, ça suit les codes, on flirte, on fait le bisou. Et puis, il y a le moment où, quand même, parce qu'on reste dans un truc victorien très prude, ils dorment ensemble. Il n'y a jamais le mot de sexualité. Alors, autant on voit des seins partout, mais par contre, ils dorment ensemble. Et alors là, la femme est très surveillée. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va dormir vite? Généralement, l'homme va s'en désintéresser puisque maintenant, elle a perdu sa respectabilité en dormant avec lui. Donc vraiment, on est dans les schémas hyper conservateurs 19e siècle. C'est Bridgerton, quoi. En fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En plus trashouille, mais c'est ça. Et comment, du coup, tout ça, ça s'est généralisé, à ton sens? Dans toutes les télé-réalités? Et puis dans la vie, et puis dans... Ouais, alors pareil, je dirais, il y a Eva Illouz, c'est une sociologue qu'on cite pas mal. Son travail porte sur la question de la rencontre amoureuse contemporaine. Et il y a notamment un essai qu'elle a écrit qui s'appelle « Quand l'amour fait mal » et qui montre effectivement toute cette codification. Alors il y a Quand l'amour fait mal et puis il y en a un autre où elle voit comment ça s'ancre et s'enracine dans une perception de la rencontre amoureuse du 19e, du 18e, enfin, elle reprend toute l'évolution. Et à mes yeux, en tout cas, la télé-réalité, encore une fois, ce qui est extraordinaire, c'est que pour moi, elle arrive à caricaturer quelque chose qui est dans l'air du temps. Et je trouve que l'ironie, c'est qu'on va la montrer du doigt en disant « qu'est-ce que c'est sexiste, oh là là, c'est conservateur ». Parce que oui, c'est très grossier, on va dire, mais en fait, on retrouve les mêmes formes partout, les mêmes codes
partout, mais un peu plus respectables, plus feutrés, mais qui sont exactement, qui ont les mêmes ressorts, quelle que soit la classe à laquelle on appartient. On a toujours cette idée, même si on peut tolérer des femmes qui dorment avec des hommes, il n'empêche, dans l'air du temps, on est quand même très assigné quand même à une certaine place à ce moment-là, quoi. Et du coup, j'en viens à l'image de la femme à proprement parler dans ces émissions. Quels sont les archétypes spécifiques, du coup, aux personnages, je dis personnages, mais aux candidates, que tu retrouves, toi, dans ces émissions? Alors, moi, dans mes recherches, on a quand même l'impression que le stéréotype des personnes de télé-réalité, en tout cas des femmes, parce que c'est quand même elles qui portent pas mal les programmes, c'est quand même très issu de la culture hip-hop, notamment des clips. Okay. C'est-à-dire au niveau des stéréotypes, des corps, d'esthétique des corps, on retrouve, alors évidemment hérité aussi de Kim Kardashian, même si aujourd'hui elle a retiré tout, voilà. Peut-être qu'elle lance quelque chose. Elle lance complètement quelque chose parce que les candidats de télé-réalité retirent leurs implants en ce moment. Mais ça fait partie du lot des femmes où on trouve de toute façon des injonctions surtout contraires aux précédentes pour que ça redémarre et qu'on continue de consommer. Mais surtout, c'est pas on va réduire un peu l'essence, c'est-à-dire vous allez encore faire une intervention hyper invasive. Ah ben c'était la femme pulpeuse, ah ben aujourd'hui c'est très mince, voire maigre. On va vraiment à l'opposé pour encore plus quand même contraindre. Il y a quand même l'idée de contraindre les corps. En tout cas, pendant au moins 10 ans, ça a été vraiment issu de cette culture-là, donc des corps très pulpeux, très marqués du côté alors pareil, du stéréotype noir, c'est-à-dire de la féminité noire telle qu'elle pourrait être perçue par les blancs, c'est-à-dire gros seins, grosses fesses, etc. On enlève juste la couleur, mais déjà dans les clips, ça permettait de faire apparaître les femmes hispaniques, etc. Donc on a gardé que ce type de corps. Par contre, les visages pris dans des codes, les visages et les cheveux dans les codes occidentaux, donc elles se font des opérations pour blanchir, entre guillemets. Quand je dis blanchir, c'est pas la peau, mais avoir le petit nez mutin. Oui, avoir les codes. Voilà, surtout, on se raidit les cheveux, on retire tous les codes européens, qui sont les codes esthétiques post-coloniaux. Déjà dans la colonisation, qui était déjà le canon esthétique était celui de la femme blanche. Donc pour moi, c'est ça l'archétype qu'on trouve dans la télé-réalité. Et après, dans les caractères, il faut surtout qu'elle soit idiote. Parce qu'effectivement, une femme ne peut pas capitaliser sur son intellect, mais sur son corps. Donc ça, c'est vraiment l'archétype. Il n'y a pas de femme. Je pense qu'il y a un critère où vraiment, même si elles sont intelligentes, il faut qu'elles le cachent. Et on a eu le témoignage, pour faire la BD, on a recueilli énormément de témoignages de tous les domaines, et notamment, de tous les corps de métier, à peu près, et notamment de ce qu'on appelle les journalistes, c'est-à-dire ceux qui font les interviews. Le personnage principal. Ouais. Et qui nous a expliqué de manière anonyme, parce que c'est un milieu très confidentiel, que par exemple une candidate parlait avec un vocabulaire tout à fait soutenu. Familier, non soutenu. En tout cas, voilà, qui avait plutôt une aisance là-dessus. Et dès qu'elle était devant la caméra, notamment en interview, elle changeait de voix et elle débilisait un petit peu, où elle se rendait elle se rendait bête. Voilà. Et hop, elle reswitchait après. C'est-à-dire qu'elle avait compris que ce qu'on attendait consciemment ou inconsciemment, elle avait compris que ce qu'on attendait d'elle, c'est qu'elle joue de l'idiote, parce que c'est pour les hommes, il ne faut surtout pas montrer qu'on est un peu intelligent, et surtout pas pour les prods non plus. Et de toute façon, c'est comme ça qu'elles ont, comme Nabila, comme les autres, elles ont capitalisé sur ce parcours. D'ailleurs, on les humilie sur la bêtise, quoi. Donc ça, c'est archétype. Les mecs n'échappent pas d'ailleurs à la règle. Il y a aussi ça de recherche du bon mot débile qui fait que, comme le halo Nabila, tout le monde espère avoir son halo, t'as pas de shampoing. C'est ça, exactement. Tout le monde a essayé de reprendre ça. Donc je dirais que c'est ça l'archétype. À l'époque aussi, il y avait aussi l'aspect des gens issus de milieux sociaux défavorisés. C'est moins vrai maintenant, puisqu'il y a vraiment un truc qui s'est professionnalisé. Donc c'est maintenant des profils d'influenceurs qui veulent gagner en followers et du coup commercialiser un peu plus leur compte. Et donc eux, par contre, ils sont issus de milieux aussi bien aisés
peut-être plus moyens ou défavorisés. Mais pendant 10 ans, c'était quand même des gens qui venaient de milieux extrêmement populaires, quoi, avec des histoires de vie catastrophiques. Et justement, tu dis qu'il y a cette professionnalisation des influenceurs aujourd'hui. C'est Valérie Rey-Robert, du coup, dans son essai, qui a fait, disons, un historique de télé-réalité et qui dit qu'aujourd'hui, on atteint le 4e âge de la télé-réalité où maintenant, il y a cette fiction infinie. D'ailleurs, tu en parles aussi dans le livre, cette fiction infinie. On sort de l'émission et ça continue à raconter sa vie, du coup, sur les réseaux sociaux. Et de fait, ça donne des candidates qui deviennent du coup productrices de leur propre, mais ça aussi on en parlait tout à l'heure, productrices de leur propre contenu, donc il n'y a plus quel montage va être fait, etc. C'est elles qui décident. À ton sens, est-ce que tu penses que c'est une forme d'empowerment pour ces femmes-là ou tu penses qu'il y a des limites et que ça ne l'est pas forcément ? Clairement, je trouve que c'est quelque chose d'empowerment parce qu'elles sont quand même très mal traitées. Soit elles ont appris les codes, elles ont intériorisé les codes qu'il faut être draguées par les mecs. Bon, les mecs ont les mêmes codes, mais en gros, on les poussait en disant va vers machin, même si cette personne ne lui plaisait pas. Vraiment instrumentalisées, objectalisées, sur leur tenue vestimentaire également. La production, la grosse équipe qui produisait... le Loft? Non, c'est pas le Loft, c'est celle qui a été... Les Anges. Les Anges. Qui a été interdite, qui s'est cassé la gueule après, heureusement, des scandales autour du harcèlement. Il y avait beaucoup de harcèlement entre les candidats, mais c'était à l'image du harcèlement que les productions exerçaient sur les candidats. D'accord. Un traitement ça fait boule de neige un petit peu, tu te complètement boule de neige. Tu te fais harceler, donc tu reproduis. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont témoignent aussi les candidats. Il y a des productions, notamment, elle est très reconnue, celle de la Villa des Cœurs Brisés qui passe sur TF1, où la production est très identifiée comme bienveillante et on le ressent dans l'atmosphère entre les candidats qui sont beaucoup plus bienveillants. C'est vraiment assez fou et en même temps ça ne m'étonne pas. Quand on est bien traité, normalement on se traite bien. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, à mes yeux en tout cas, c'est une manière de reprendre le pouvoir sur leur image, comme c'est leur gagne-pain, c'est leur seul capital. Elles l'exploitent au moins comme elles veulent, en jouant des codes, alors après en faisant des bad buzz qui ne sont pas forcément super chouettes. C'était Maëva Guénam qui vendait l'eau de son bain, par exemple. Non, l'eau de son bain, c'est une autre. Maëva Guénam, c'est celle qui prenait l'opération plastique du vagin pour ressembler à une petite de 12 ans. Voilà, et tout est bon. Voilà. Donc après, la manière dont ils le font, on peut l'interroger. En tout cas, ils ont appris les codes, ils savent s'en servir. En ça, ils sont... Pour moi, elles sont alignées en effet avec ce qu'elles veulent. Elles sont alignées avec ce qui se passe et l'image qui est... C'est ça. Okay. Et voilà. D'après du coup tout ce qu'on s'est dit là et toutes les problématiques qu'il y a qu'on a pu pointer du doigt, est-ce que toi, avec les recherches que tu as pu faire et ton expertise, tu aurais des pistes, disons, pour transformer un petit peu ce modèle ? De télé-réalité ? Ouais. Je pense un peu ce que tu disais sur l'ENA Situation, c'est-à-dire de trouver d'autres formes, de se rendre compte, un peu comme le bio, de se rendre compte qu'en fait ça fonctionne et que du coup ça pousse de rendre visibles les minorités, de rendre passionnant une télé-réalité qui ne repose pas forcément sur le clash et encore moins sur le couple. Alors, j'ai pas moi d'idées préconçues, mais je suis par contre certaine que les télé-réalités se ferment complètement à d'autres scénarios parce qu'ils ont pas mal, à mon avis, de propositions de d'autres types de télé-réalités. Ils sont frileux. Mais complètement frileux. Ils veulent rester on va rester dans les stéréotypes, ce qu'ils connaissent, alors que ça ne fonctionne plus. Donc de reprendre, d'être un petit peu plus créatif en fait finalement, et de s'ouvrir un petit peu l'esprit et de prendre un peu des risques pour voir ce que ça donne. Ouais. Et si tu avais ça peut être vaste, ça peut être une émission, une candidate, une scène qui t'a marqué, qui t'a fait réfléchir, à nous partager. Alors attention. Qui t'a marqué en tout cas. Ça peut être dans le négatif comme dans le positif. Non, moi ce qui m'a marqué, mais attention, là je vais me prendre un mépris de classe sur moi. Je suis une grande fan de comment ça s'appelle, justement, la Villa des Cœurs Brisés. Okay. Alors pas du tout pour les coachings de Lucille, mais en fait ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les candidats se montrent avec leur vulnérabilité. Okay. Et en fait, c'est plus les clashs, c'est plus tout ça qui vend, ils racontent leur histoire, qui est souvent dramatique, mais du coup qui offre vraiment une grande compréhension de ce qui les amène là à s'exposer.
et à chercher surtout l'amour et le regard d'un autre. Et moi, je trouve ça passionnant. Et c'est sur quelle chaîne? TF1. TF1. Ouais, je fais une bonne pub. Oui, on tape sur cette télé-réalité, mais on en consomme aussi. Donc, voilà, oui, je pense que c'est la seule que je regarde maintenant. Ouais. Ok. Moi, je regarde Top Chef et Star Academy. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, moi, quand ils ont un talent, ça m'intéresse plus. Il faut vraiment à l'état brut, quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé toute ton expérience et ton expertise dans cet épisode. Du coup, j'en profite, je refais quand même une publicité pour ce livre, L'éloge de la surface, donc, que tu as coécrit avec Stella Laurie, qui est vraiment hyper intéressant. J'ai fait plein de petites annotations. Et drôle, oui. C'est pas chiant. Oui. Non, c'est pas chiant du tout. Et puis, il y a plein de choses dont on a parlé là qui sont aussi expliquées à l'intérieur avec en effet beaucoup d'humour. Voilà, je sais pas si on peut te suivre. Alors non, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, donc on peut pas me suivre. Mais par contre, on peut suivre Stella Laurie, qui fait plein de BD extrêmement drôles, chouettes, engagées aussi. Et on travaille là sur un projet qui serait autour de la question de la rupture amoureuse, et toujours avec les mêmes questions sur les mécanismes psychologiques et aussi sociaux autour de ça. J'ai hâte de découvrir ce nouveau projet. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à t'abonner et à liker, c'est hyper important pour le référencement. L'épisode a été enregistré au coffee shop Mensa dans le 10e à Paris, produit par Les Petits Points et hosté par moi-même, Chanel Menti. À très vite pour un nouvel épisode. Bisous!